Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une décision de justice vraiment capitale, qui touche à un débat de société hyper sensible, les règles vestimentaires au travail et la liberté de religion. C'est un peu le choc entre deux libertés fondamentales, d'un côté celle de l'entreprise de soigner son image et de l'autre celle de l'employé d'exprimer ses convictions. Alors, on va droit au but. Est-ce qu'un employeur a le droit, oui ou non, d'interdire le port d'un symbole religieux? C'est la question centrale, très concrète, et on va y répondre en décortiquant une décision de justice qui a vraiment marqué les esprits. Et la réponse, elle nous vient de tout en haut, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la plus haute juridiction de l'UE, donc ces décisions ont un poids énorme et s'appliquent partout. C'est dire si son verdict était attendu. Voilà le programme. On va commencer par le contexte, ensuite on analysera deux cas bien précis. Puis on verra la distinction essentielle que la Cour a faite et enfin on décryptera ce que tout ça implique concrètement. En fait, tout part de deux histoires, deux affaires distinctes, mais qui tournent autour du même enjeu. On a deux femmes, dans deux pays différents, qui contestent leur licenciement parce qu'elles voulaient porter le foulard islamique au travail. Et ces deux cas vont obliger la plus haute cour d'Europe à mettre les choses au clair pour tout le monde. Allez, on commence avec la première affaire. C'est celle qui concerne une entreprise qui avait déjà une politique de neutralité bien établie avant même que le conflit n'éclate. Regardons un peu la chronologie des faits. Madame Ashvita est embauchée, et à ce moment-là, il y a une règle de neutralité, même si elle n'est pas encore écrite noir sur blanc. Quand elle annonce qu'elle veut porter le foulard, l'entreprise officialise cette règle par écrit. Et c'est ça qui va mener, au final, à son licenciement. La justice belge se tourne alors vers la Cour européenne avec cette question très précise. Est-ce que cette politique interne, qui s'applique à tout le monde sans exception, est une forme de discrimination directe? Juste pour être clair, la discrimination directe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand une règle vise spécifiquement une personne ou un groupe à cause, par exemple, de sa religion. C'est un traitement différencié et défavorable. Et là, la réponse de la Cour est un non catégorique. Ce n'est pas de la discrimination directe. Pourquoi? Parce que la règle de l'entreprise s'appliquait de la même manière à tous les employés. Et elle interdisait tous les signes de conviction, qu'ils soient religieux, politiques ou philosophiques. Personne n'était visé en particulier. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. La Cour se penche sur une autre question. Est-ce que ça pourrait être une discrimination indirecte? C'est le cas quand une règle, qui a l'air neutre sur le papier, finit en pratique par pénaliser plus particulièrement un groupe de personnes. Et pour savoir si cette règle est justifiée ou non, la Cour a mis en place un test, une sorte de checklist en 4 points pour les juges nationaux. D'abord, est-ce que l'objectif de l'entreprise est légitime? Une politique de neutralité, ça peut l'être. Deuxièmement, est-ce que les moyens sont bien adaptés? La règle doit être cohérente. Troisièmement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Par exemple, est-ce que ça ne devrait s'appliquer qu'au personnel en contact avec les clients? Et enfin, est-ce que l'entreprise a cherché une solution alternative, comme un autre poste, avant d'en arriver au licenciement? Bon, maintenant passons à la deuxième affaire. Ici, le contexte est complètement différent. Ce n'est pas une règle interne qui a mis le feu aux poudres, mais la demande bien spécifique d'un client. Ici, la séquence des événements est tout autre. Madame Bouniaoui est prévenue, dès le départ, que son foulard pourrait potentiellement déranger certains clients. Elle est quand même embauchée. Tout bascule le jour où un client se plaint. L'entreprise lui demande alors de retirer son foulard, elle refuse, et c'est le licenciement. La question juridique n'est donc plus la même. Est-ce que la volonté de satisfaire un client peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante? C'est un jargon un peu technique, mais en gros, ça veut dire une condition absolument indispensable pour faire son travail, qui peut, dans de très rares cas, justifier une exception à la règle de non-discrimination. Et on arrive au cœur du réacteur, au raisonnement de la Cour. C'est là que tout s'éclaire, quand on met les deux situations côte à côte. Et voilà, la distinction est limpide. D'un côté, une politique de neutralité interne, générale et appliquée à tous peut être légitime. Mais de l'autre, le simple fait de vouloir faire plaisir à un client, ça, ce n'est pas une justification valable. C'est la raison derrière l'interdiction qui change absolument tout. La Cour le dit d'ailleurs très clairement dans ses conclusions. Une exigence professionnelle doit être objective, liée à la nature même du travail. Ça ne peut pas reposer sur des considérations subjectives comme les désirs d'un client. C'est un point vraiment fondamental de la décision. Donc si on doit retenir une chose, c'est ça. Pour la loi, il y a un monde entre une vraie stratégie d'entreprise, réfléchie, cohérente, et une simple réaction au cas par cas pour satisfaire un client. L'intention et le caractère général de la règle, voilà ce qui compte. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision majeure, que ce soit pour les entreprises ou pour les salariés? Voici les points clés à retenir. Oui, une entreprise peut vouloir afficher une image de neutralité.
Mais attention, cette politique doit être appliquée à tout le monde, de façon cohérente et être proportionnée. Le licenciement, ça doit vraiment être le dernier recours. Et surtout, le point le plus important, on ne peut pas discriminer un employé juste pour faire plaisir à un client. C'est non. Il aura donc fallu ces deux histoires, ces deux parcours de vie pour que la Cour de justice pose un principe juridique clair et net qui s'applique maintenant dans toute l'Union européenne. Et ça nous montre une chose essentielle en droit. Tout est une question de contexte. Ce n'est pas tant l'interdiction elle-même qui est jugée, mais sa justification, son pourquoi. C'est la raison d'être de la règle qui fait toute la différence. Tout cela nous laisse avec une question de fond, bien plus large et complexe. Quand l'image d'une entreprise et l'identité d'un salarié entrent en collision, comment trouver le juste équilibre? Quels droits doivent primer? C'est une question qui n'a pas fini de faire débat dans notre société et dans le monde du travail. Merci d'avoir suivi cette analyse.